Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer l'étude du droit des personnes et de la famille. Le droit des personnes et de la famille est une matière du second semestre pour les étudiants de la première année. Comme son nom l'indique, cette matière comporte d'une part une partie réservée aux droits des personnes et une autre qui est réservée aux droits de la famille. Nous commencerons donc par l'étude du droit des personnes. Aujourd'hui, dans le cadre de cette intervention, nous allons voir la personnalité juridique et plus particulièrement son acquisition. Donc, le sujet d'aujourd'hui est l'acquisition de la personnalité juridique. En droit, il y a deux types de personnes, les personnes physiques et les personnes morales. Les personnes physiques, c'est des êtres humains comme vous et moi. Les personnes morales sont divisées en deux catégories, à savoir les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé. Les personnes morales de droit public sont, par exemple, des entités publiques comme l'État, les collectivités locales, les établissements publics, etc. Les personnes morales de droit privé sont des entités privées qui sont dotées de la personnalité juridique, à savoir, par exemple, des entreprises qui appartiennent à des particuliers. Mais avant de s'interroger sur l'acquisition de la personnalité juridique, il faut bien entendu savoir c'est quoi la personnalité juridique. La personnalité juridique, c'est l'aptitude qu'on a à supporter des obligations et à avoir des droits. Donc, la possibilité d'avoir des droits et des obligations. Donc, c'est cette aptitude-là qui constitue la personnalité juridique. On comprend dès lors l'importance de la personnalité juridique. Parce que quand on a la personnalité juridique, on a des droits, mais on a également des obligations. Mais quand on n'a pas la personnalité juridique, c'est tout à fait le contraire. Maintenant, comment acquiert-on la personnalité juridique? La réponse à cette interrogation est apportée par l'article 1er du Code de la famille qui dispose que la personnalité juridique commence à la naissance et cesse au décès. Donc cet article nous parle de l'acquisition de la personnalité juridique, mais également de la perte de la personnalité juridique. Donc les deux frontières de la vie, la naissance et le décès, constituent respectivement le début de la personnalité juridique, c'est-à-dire son acquisition, mais également la fin de la personnalité juridique, c'est-à-dire sa perte. En ce qui concerne la naissance, il n'y a pas une grande difficulté à comprendre ce qu'est la naissance. Mais quand il s'agit du décès, il faudra faire observer qu'en droit, il y a ce qu'on appelle la mort naturelle, c'est-à-dire quand l'individu est décédé, c'est-à-dire l'arrêt de la respiration et de la circulation sanguine, c'est-à-dire la mort telle que nous le connaissons, mais également ce qu'on appelle la mort civile. Dans cette hypothèse, il s'agit de personnes qui sont condamnées pour des faits d'une extrême gravité, à qui on refuse un certain nombre de droits, on leur prive des aptitudes qui sont reconnues à un individu normal. Par exemple, on lui prive du droit de recevoir une donation, du droit de donner, etc. Donc, au sens du droit, cette personne-là est considérée comme étant déjà morte, civilement. C'est ce qu'on appelle la mort civile. Cependant, la mort dont fait référence l'article 1er du Code de la famille, c'est tout simplement la mort naturelle. Ce qui implique comme conséquence qu'une personne condamnée pour des faits d'une extrême gravité, peu importe lesquels, conserve toujours sa personnalité juridique, tant qu'il n'est pas décédé.
Donc la mort ici, qui constitue la fin de la personnalité juridique, c'est le décès, c'est-à-dire la mort naturelle. La mort civile n'est pas prise en compte dans le cadre de la perte de la personnalité juridique. Donc on retient, en résumé, que la personnalité juridique commence dès la naissance et cesse au décès. Cela implique comme conséquence que quand on n'est pas né, on n'a pas la personnalité juridique. Et quand on est décédé, on n'a plus la personnalité juridique. Donc, l'enfant à naître n'a pas de personnalité juridique. L'enfant à naître n'est pas une personne. Mais également, le cadavre n'est pas une personne. Donc, techniquement, si vous tuez une femme enceinte, vous n'avez pas tué deux personnes, vous avez tué une seule personne. C'est-à-dire que vous avez tué une personne enceinte, mais vous n'avez pas tué deux personnes parce que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, qui n'est pas encore né, n'est pas une personne. Il n'a pas de personnalité juridique. Cependant, dans l'optique de protéger l'enfant conçu, c'est-à-dire l'enfant qui n'est pas encore né, l'article 1er du Code de la famille, en son alinéa 2, dispose que l'enfant simplement conçu peut avoir des droits dès qu'il y va de ses intérêts. Cette règle vise tout simplement à protéger l'enfant conçu qui n'est pas encore né. Donc c'est tout simplement pour ne pas léser l'enfant qui n'est pas encore né. Par exemple, dans le cadre du droit des successions, l'article 399 du Code de la famille dispose que pour succéder, il faut avoir une existence certaine au moment de l'ouverture de la succession. Et l'ouverture de la succession, c'est le jour du décès du décujus. Donc le père de famille qui décède en laissant une femme enceinte, sa succession, elle est ouverte. Et l'enfant qui est conçu, l'enfant qui est encore dans le ventre de sa mère, n'a pas une existence certaine au moment de l'ouverture de la succession. Donc, si on appliquait rigoureusement les dispositions de l'article 399 du Code de la famille, on allait exclure cet enfant à naître de la succession. Donc, pour régler définitivement ce problème, l'article 1er, alinéa 2, dit que l'enfant simplement conçu peut avoir des droits dès l'instant qu'il y va de ses intérêts. Mais à condition que cet enfant-là soit né vivant. Donc si l'enfant est mort-né, cet enfant-là n'a pas de droit. Si l'enfant est né vivant, et même s'il n'a vécu que 2 minutes ou 1 heure de temps, cet enfant-là a des droits. Donc, il va acquérir les droits et va les transmettre. Alors qu'en France, on ne parle pas de l'enfant né vivant, tout simplement, on parle d'enfant né vivant et viable. Un enfant né vivant et viable, c'est un enfant qui, compte tenu des données biologiques et médicales, va vivre. C'est-à-dire qu'il est en train de vivre, mais il ne va pas mourir d'une minute à l'autre, ou bien d'une heure à l'autre. Parce qu'en France, il y a une technologie beaucoup plus avancée qu'au Sénégal, une technologie leur permettant de savoir si cet enfant-là qui est en train de vivre va mourir bientôt ou pas. Mais retenons qu'au Sénégal, on ne fait pas cette distinction entre enfant qui est viable ou qui n'est pas viable. Au Sénégal, dès que l'enfant est né vivant, il peut avoir des droits. Maintenant, on doit faire cette précision. Le Code de la famille ne dit pas que l'enfant simplement conçu peut avoir une personnalité juridique dès l'instant qu'il y va de ses intérêts. Ce n'est pas ce qu'il dit. Parce que la personnalité juridique, c'est des droits et des obligations. Le Code de la famille dit tout simplement en substance, en son article 1er, alinéa 2, que l'enfant simplement conçu peut avoir des droits
dès l'instant qu'il y va de ses intérêts, à condition qu'il n'est vivant. Donc, ce qui est reconnu à l'enfant simplement consiste, c'est tout simplement l'aptitude qu'on a d'acquérir des droits. Cela permettra à l'enfant simplement conçu d'avoir ou bien de recevoir des donations, d'avoir des droits successoraux sur le patrimoine de son père ou bien de sa mère, etc., tout en restant à l'abri de toute obligation. Donc pour résumer, en ce qui concerne les personnes physiques, l'acquisition de la personnalité juridique va commencer au jour de leur naissance et va cesser au jour de leur décès. Et c'est cette personnalité juridique qui leur permet d'avoir des droits et des obligations. Mais en ce qui concerne l'enfant simplement conçu, c'est-à-dire cet enfant qui n'a pas encore de personnalité juridique, parce qu'il n'est pas encore né, la loi lui reconnaît la possibilité d'acquérir des droits dès l'instant qu'il y va de ses intérêts. Mais cette possibilité est soumise à condition. D'abord, l'enfant doit naître, mais également il doit être vivant. Retenons qu'au Sénégal, il n'y a pas cette distinction faite par le droit français entre un enfant viable ou pas. Au Sénégal, on se limite tout simplement à un enfant qui est né vivant. Peu importe qu'il soit viable ou pas, cet enfant-là peut avoir des droits.